8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Dossier du Sahara marocain, le Maroc enchaîne les victoires diplomatiques. La nouvelle résolution 2703 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU est une consécration de plus à la légitimité de la première cause nationale, mais aussi à la prééminence du plan marocain d'autonomie comme étant la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend qui n'a que trop duré. Code de la famille, les consultations sont désormais lancées. Une séance d'audition a eu lieu aujourd'hui entre l'instance chargée de la révision de ce code et les différents acteurs concernés. Une réunion qui trace la voie à la concrétisation de ce chantier royal d'envergure. Les grandes lignes dans ce journal. Le Wydad de Casablanca en finale de l'African Football League. Les rouges et blancs se sont battus jusqu'au bout lors d'une rencontre qui nous a tenus en haleine. Des pénaltys où le seul représentant du Maroc à cette prestigieuse compétition africaine s'est distingué avec brio face à une équipe tunisienne redoutable et bien organisée. Bonsoir. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, à la tête d'une importante délégation militaire, a co-présidé aujourd'hui à Nouakchott avec le chef d'état-major général des armées de la République islamique de la Mauritanie, la 4e réunion de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne. Cette rencontre, la 4e de son genre, a pour objectif de renforcer la coopération militaire bilatérale dans les différents domaines de formation et d'entraînement conjoint. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Lors de cette rencontre, de cette réunion, l'inspecteur général des Forces armées royales s'est félicité de l'excellence de la coopération maroco-mauritanienne et de son bilan positif dans le domaine de sécurité et de défense, tout en soulignant la nécessité de consolider l'échange d'expériences et d'expertise entre les deux forces armées et de contribuer ainsi à la sécurité et à la stabilité dans la région. Cette réunion a également été l'occasion pour les deux parties de programmer conjointement les activités au titre de l'année 2024. La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie est régie par un mémorandum d'entente ayant institué la commission militaire mixte pour la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense, conclut le communiqué. La nouvelle résolution 2703 sur le Sahara marocain, votée massivement par le Conseil de sécurité des Nations Unies, réaffirme un soutien clair à l'initiative marocaine d'autonomie. Une initiative qui se décline comme une base sérieuse et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. Par cette résolution, le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine. Ahmad Amsmir, Jihad Libri et Nisrina Ouzdara. Avec cette nouvelle résolution, l'ONU réaffirme son total soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. L'initiative est considérée comme une base sérieuse et crédible à même de mettre fin aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. La résolution 2703 conforte également la vision et les choix stratégiques de Sa Majesté le Roi en faveur de l'importance des négociations, du règlement pacifique, ainsi que la politique de la main tendue qui a toujours caractérisé la diplomatie marocaine. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est la seule et unique solution juste et réaliste à ce différend artificiel. La légitimité de la première cause nationale et la pertinence de l'initiative marocaine suscitent d'ailleurs à l'unanimité le soutien des États arabes et des États-Unis notamment, sans oublier bien sûr la position constante de la République française en faveur du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Le Royaume qui ne cesse d'arracher des acquis en faveur de la cause nationale de la part des grandes nations. Le Royaume qui jouit aussi de la confiance de l'ONU. Cette confiance se manifeste notamment dans la facilitation par le Maroc des efforts de l'envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara marocain. Le Maroc a toujours fait preuve d'engagement et de sérieux lorsqu'il est question d'évoquer la reprise des pourparlers impliquant toutes les parties, contrairement aux voisins de l'Est.
Aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale qui soutient les efforts onusiens pour la reprise du dialogue à travers le processus des tables rondes. C'est un message on ne peut plus clair à l'Algérie. L'Algérie qui est encore une fois mise devant ses responsabilités en tant que principale partie prenante. Et cela est extrêmement important à signaler. La résolution 2703, un texte qui marque un jalon additionnel dans l'édifice onusien pour le règlement définitif de ce différend régional artificiel. Elle consacre également la sagesse et la clairvoyance collective du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité dans le monde, et cela pour mettre fin à ce problème résiduel et artificiellement créé par les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. C'est un chantier social et sociétal d'envergure voulu par le souverain, la révision du Code de la famille. Aujourd'hui, l'instance chargée de la révision de ce code a entamé les séances d'écoute et d'audition avec les différents acteurs concernés directement par la question de la famille. Ces séances entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche participative élargie à laquelle Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement. Les grandes lignes de cette réunion avec Zakia Belkas, Nortin Saber et Omey Marbili. C'est une séance de consultation et d'audition engagée par l'instance chargée de la révision du Code de la famille avec les différents acteurs concernés. Un grand chantier qui se veut en phase avec les évolutions de notre société. Plusieurs points nécessitant une amélioration ou une refonte ont été soulevés, comme certaines procédures relatives à la garde des enfants, à la polygamie ou encore le renforcement des capacités du personnel de la justice. La fluidité et la sérénité de ce processus émanent du fait qu'il distingue entre les fondamentaux tranchés dans le code et entre tout ce qui est susceptible d'être amélioré ou amendé après un diagnostic scientifique minutieux des dysfonctionnements relevés dans la mise en œuvre de certaines dispositions du code durant les 20 dernières années. Parmi les propositions dont on a parlé aujourd'hui, l'interdiction du mariage des mineurs, c'est un combat que nous menons depuis longtemps. Nous avons parlé de la garde et de la tutelle des enfants. Il faut qu'il y ait plus d'équité envers la femme. Nous avons parlé de la reconnaissance de la parenté à travers de l'ADN, par exemple. Les gens le font. Nous avons parlé du temps que ça prend pour un divorce. Et pendant ce temps-là, c'est des familles qui se déchirent. Donc il faut voir comment on peut réduire ce temps-là. L'enjeu est de taille, garantir une vie digne à tous les citoyennes et citoyens dans le respect des constantes du Royaume, ainsi que l'ensemble des conventions et traités ratifiés par le Royaume. La diaspora marocaine semble attendre avec impatience la révision de ce code. Nous avons proposé une série de recommandations. Elles concernent la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux articles dédiés à la diaspora marocaine. Nous avons évoqué plusieurs points non compatibles avec les systèmes juridiques des pays d'accueil en raison des différences en termes de référentiels adoptés, ainsi que les moyens de les surmonter. Une première réunion qui ouvre la porte à une série d'autres. Des séances qui s'inscrivent en droite ligne de la haute teneur de la lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille. Guerre à Gaza, le Maroc renouvelle son appel à cesser les agressions militaires. C'est ce qu'a affirmé Omar Hilal dans une allocution lors d'une session extraordinaire devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a réitéré l'appel du Royaume à réduire l'escalade, à cesser les fusions de sang et les agressions militaires. Et Omar Hilal de souligner l'impérieuse nécessité de protéger tous les civils et de ne pas les prendre pour cible, et ce conformément aux principes du droit international et aux valeurs humaines communes. Omar Hilal n'a pas manqué de relever l'importance de permettre l'acheminement des aides humanitaires et tout en rejetant les solutions visant à déplacer ou à déporter les Palestiniens de leur territoire. « 11 000, c'est le nombre de cibles des frappes déclarées par l'armée israélienne depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza.
Selon un nouveau bilan du Hamas, ils sont près de 8800 personnes, dont 3648 enfants à avoir perdu la vie depuis le 7 octobre dans les bombardements de l'armée israélienne. Plus de 2000 personnes sont portées disparues sous les décombres. Le décompte de martyrs inclut également 132 membres du personnel médical. La bande de Gaza est soumise, rappelons-le, depuis le 9 octobre à un siège complet qui prive sa population de livraison d'eau, de nourriture et d'électricité. En Californie, 5700 personnes sont menacées par un incendie, le Highland Fire. C'est son nom. Le feu s'étend actuellement sur plus de 900 hectares et il n'est toujours pas contenu par les pompiers. Attisées par des vents violents, les flammes continuent de ravager depuis lundi une région rurale au sud-est de Los Angeles. 3 bâtiments ont été détruits et 6 autres structures ont été endommagées. En Asie, cette fois-ci, la chaleur n'a pas encore dit son dernier mot. Des épisodes de canicule exceptionnels continuent de traverser plusieurs régions de la planète. Pékin, notamment, enregistre sa fin octobre la plus chaude de l'histoire. La capitale de la Chine affiche aujourd'hui des températures de l'ordre de 27 degrés et demi, un record pour la saison automnale. La fraîcheur doit toutefois gagner Pékin à partir de vendredi avec des températures qui n'excéderont pas les 22 degrés en journée et descendront à 6 degrés la nuit. Retour chez nous, à Dakhla plus précisément, qui renforce sa desserte aérienne. Une nouvelle ligne rallie désormais la Perle du Sud à Paris. Une liaison relancée à raison de 2 vols par semaine. Bkardlimi, Mohamed Iddas et Zakaria Moukimbillah. Cet avion qui atterrit à l'aéroport de Dakhla est en provenance de l'aéroport de Paris-Orly. À bord sont 10 passagers dont des Marocains établis en France et des touristes désireux de découvrir les charmes de la Perle du Sud. Oui, super, on est très content d'être à Dakhla. Maintenant, on est très proche de Paris, ça nous rapproche. Donc à Paris, il pleut en ce moment, il fait froid. Et à Dakhla, il fait beau et les gens ont le sourire. Donc on est content d'être là rapidement, sans transfert, ligne directe. Avant, il n'y avait pas de vol direct qui faisait Dakhla à Paris. Donc c'est assez pratique pour venir à Dakhla, pour venir kiter. Aujourd'hui, ça va nous faciliter les transferts et les voyages. Grâce au vol de Transavia direct, ça permet de développer aussi le tourisme dans la région et d'avoir une plus grande fréquence de vol, donc plus de monde qui vient en vacances à Dakhla. Avec ce vol, la compagnie aérienne française marque son grand retour sur la liaison Paris-Dakhla. Cette ligne aérienne devra renforcer l'attractivité touristique de la région de Dakhla Oued Dahab et son positionnement sur l'échiquier touristique international. Je suis arrivé ici ce matin par le vol Orly Dakhla, ouverture de ligne, enfin réouverture de ligne, puisque Transavia France a déjà opéré cette ligne avant la crise Covid. On est très heureux de revenir. Voilà, à compter d'aujourd'hui, on aura 2 vols par semaine pour venir de Orly à Dakhla et profiter de cette très belle ville, très belle région. On a hâte de voir beaucoup de passagers à bord de nos avions. C'est un jour heureux pour les professionnels du tourisme de la région Dakhla Oued Dahab. La relance de cette desserte directe aura des retombées économiques positives, notamment dans le secteur touristique. La reprise de la ligne Paris-Dakhla augure de la volonté de cette compagnie française de renforcer la connectivité de Dakhla avec d'autres villes, preuve de l'intérêt touristique grandissant pour la cité du Sud. 86,89 milliards de dirhams, c'est le montant total des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger à fin septembre 2023, en hausse de 5,4% par rapport à l'année dernière. C'est ce que nous indique l'Office d'échange dans un nouveau bulletin. Le Wydad de Casablanca qualifié pour la finale de l'African Football League en battant l'Espérance sportive de Tunis au tir au but 5-4, temps réglementaire 1-0 en demi-finale retour ce mercredi au stade Hamadi Agrebi à Rades.
C'est Rodrigo Rodriguez Silva qui a permis aux locaux de rattraper le retard du match aller en marquant à la 66e minute. Ironie du sort, le Brésilien a manqué l'unique tir au but du club tunisien après un arrêt réflexe du gardien Wydadi Youssef El-Moter qui offre la qualification aux siens. L'autre demi-finale retour opposera dans la soirée au Caire l'Égypte, l'équipe égyptienne d'El Ahly au sud-africain de Mamelodi Sundowns, vainqueur à l'aller 1-0. Dans l'actualité sportive également, cette qualification de la sélection nationale féminine de football au 3e tour des éliminatoires africaines des Jeux Olympiques 2024 sur une victoire face à son homologue namibienne sur le score de 2-0 en match du 2e tour retour. Le 11 féminin national poinçonne ainsi son ticket au match du 3e tour. Boubkar Belgabrit. De nombreux supporters hier soir au complexe sportif Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan à Rabat. La sélection nationale féminine de football affrontait son homologue namibienne. Les Lionnes de l'Atlas ont dominé leurs adversaires, notamment en seconde période. 76e minute de jeu, Imen Saoud ouvre le score après une passe décisive de Rizlan Chebek. Rizlan Chebek, dans ses œuvres dans la surface de réparation, obtient un penalty à la 89e minute de jeu. 2-0 pour les Lions de l'Atlas. Nous avons changé notre manière de jouer en seconde période et cela a donné ses fruits. Nous avons marqué 2 buts, je suis très satisfait de la performance de mes joueuses, une qualification au 3e tour bien méritée. Nous allons poursuivre notre préparation pour les prochaines rencontres. À l'aller, joué le 26 octobre à Marrakech, la sélection nationale féminine l'avait emporté sur le même score de 2-0. Les matchs du 3e tour se joueront du 19 au 28 février 2024. Les 2 représentants de l'Afrique à l'édition parisienne seront connus à l'issue du 4e et dernier tour qui sera disputé du 1er au 9 avril. Ils sont 7 Lions de l'Atlas nominés pour le titre du Ballon d'Or africain sur une liste totale de 30. Achraf Hakimi, Azdin Ounahi, Hakim Ziyech, Soufiane Amrabat, Yahya Jbran, Yassine Bounou et Youssef Nsairi figurent sur cette liste préliminaire dévoilée aujourd'hui par la CAF. Yassine Bounou est également en lice pour le titre de meilleur gardien de but africain de l'année, une catégorie introduite pour la première fois dans la compétition. Le lauréat sera annoncé le 11 décembre prochain à Marrakech. Et nous en sommes déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Almoula.